qui est évident, c'est qu'il y a une lutte pour la succession de Trump aux États-Unis. Il ne peut pas se représenter, n'est-ce pas? Il ne peut plus, sauf coup d'État constitutionnel, ce dont je ne doute pas. Qui lui succédera? Ce n'est pas clair. Sera-ce J.D. Vance, le vice-président? Est-ce Marco Rubio? Aujourd'hui, ces deux personnalités rivalisent pour attirer l'attention. Chacun d'eux est parti de son côté, n'est-ce pas? Marco Rubio, disons-le ainsi, est devenu violent dans sa politique et il est très concentré sur le vote latino. Donc, le grand objectif que Rubio va essayer d'atteindre lors de cette élection, c'est de se montrer comme l'homme capable de succéder à Trump et de le prouver aux latinos qui vivent et votent aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que cela inclut? Cela inclut une grande partie des Brésiliens qui vivent aujourd'hui aux États-Unis, dans plusieurs régions, par exemple, qui sont nos patriotes, n'est-ce pas? Nos patriotes adorent cette histoire. Et s'ils votent aux États-Unis ou peuvent influencer leurs voisins, parce que là-bas, il y a beaucoup cette habitude d'aller chez les voisins, de faire le tour du quartier, du voisinage, n'est-ce pas? Et parler avec les gens, essayer de les faire changer d'avis concernant leur vote ou les convaincre d'aller voter, n'est-ce pas? C'est l'une des principales campagnes. Souvent, il ne s'agit pas de dire pour qui voter, mais de convaincre la personne d'aller voter. Donc, c'est une force pour lui. Venezuela, ça n'a pas été différent. Ça a été considéré comme une grande victoire politique pour Marco Rubio. Il a été la figure la plus visible sur ce sujet, n'est-ce pas? Alors, ils sont allés là-bas, ils ont enlevé Maduro et ils ont emmené Maduro. Imaginez le nombre de Vénézuéliens, et déjà de la deuxième génération qui vivent là-bas, qui voulaient voir la fin de Maduro, n'est-ce pas? Alors, ils votent aux États-Unis, en Colombie. Trump a soutenu l'élection du candidat. Le candidat de droite en Colombie, publiquement, il a tweeté à ce sujet, n'est-ce pas? Paraguay, ce sont des gouvernements très alignés. D'ailleurs, le Paraguay a même ouvert son territoire pour que les États-Unis y installent des bases. Donc, c'est un alignement presque automatique. Ici, à la frontière avec le Brésil, n'est-ce pas? L'Argentine, Milei, n'en parlons même pas, n'est-ce pas? Donc, le Brésil est une pièce fondamentale de ce jeu politique domestique de Rubio, n'est-ce pas? De l'extrême droite. Alors, quelle est la prochaine étape que nous pouvons observer là-bas? Et il y a Cuba dans tout ça. Cuba, maintenant, le mois dernier, oui, une nouvelle vague de boycott a commencé à être appliquée. Et donc, ce qui était déjà très mauvais est devenu une situation absolument déplorable. D'ailleurs, je pense que ce serait bien d'essayer de retourner à Cuba maintenant, pendant les élections, n'est-ce pas? J'y suis allé en décembre et la situation était déjà horrible, pas d'essence ni de fuel, rien. Ce qui veut dire qu'on n'avait pas d'électricité, parce qu'une grande partie de la production électrique de l'île est thermique, donc dépend du pétrole, n'est-ce pas? Comme il n'y en avait pas, il n'y avait pas d'électricité. Donc, ils distribuaient l'électricité disponible sur l'île tout au long de la semaine. Donc, la partie orientale avait de l'électricité un jour, puis une autre partie le lendemain, ensuite la Havane, puis le centre de la Havane, puis ici, puis là-bas. Les gens ne pouvaient plus se déplacer dans la ville. Les transports publics, je n'en ai pas vu, pas un seul bus à la Havane, aucun bus public à la Havane. Rogerio Ribeiro, merci d'être devenu membre ici. Et Marco Rubio a évidemment intérêt à faire ce qu'ils appellent un changement de régime, à changer le gouvernement à Cuba, n'est-ce pas? Et puis, il y a peu de temps, je pense qu'il y a environ un mois, d'autres sanctions sont entrées en vigueur. Du blocus, n'est-ce pas? Et cela dure depuis un demi-siècle. Et on se demande toujours, est-ce que ça peut empirer? Et oui, ça peut. Merci à BDS et Schmitz qui sont aussi devenus membres. Que s'est-il passé? Deux mouvements importants. Je vous explique rapidement. L'armée cubaine, elle a une sorte d'entreprise, vous voyez? C'est un gouvernement issu d'une révolution armée, n'est-ce pas? Merci Dina Lemos d'être devenu membre. L'armée joue donc un rôle central à Cuba et possède une entreprise. L'armée, c'est comme si c'était un ministère important là-bas, n'est-ce pas? Différent d'ici, où ce ne sont que les forces armées. L'armée a un rôle central là-bas, n'est-ce pas? Et cette entreprise, est-ce qu'elle a des affaires sur l'île ou est-ce qu'elle est associée à des entreprises internationales? Ça a toujours été comme ça, d'accord? Ce n'est pas nouveau. C'est comme ça qu'ils ont organisé les choses là-bas, parce qu'il fallait aussi, disons, renforcer l'armée. Il fallait de l'argent, renforcer la caisse de l'armée, évidemment. Les gars venaient juste de vaincre les États-Unis, n'est-ce pas? Donc le gars n'allait pas rester là. D'ailleurs, hier, j'ai dit que j'allais faire un sondage, non?
Pour savoir qui sait ce que c'est que ce petit drapeau ici, non? Que j'ai ramené de là-bas. Alors, qui sait ce que c'est? Vous savez, hein, le chat? Camilla, mets dans le chat si le groupe sait vraiment. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, je vais le dire après. Et donc, cette entreprise avait des partenariats importants. Deux d'entre elles étaient essentielles pour Cuba, qui était déjà totalement foutu, hein, les gars. L'une dans le tourisme, l'autre dans le secteur minier. Et ça a été complètement anéanti. Et Bustamante est déjà au courant, la révolution cubaine. Mais c'est quoi le 26 juillet, Bustamante? Qu'est-ce que c'est le 26 juillet? Qu'est-ce qui s'est passé le 26 juillet? Pour voir l'importance de certaines choses que l'on pense être contre-intuitives. Celui qui veut parler, après je vais expliquer, oui, le secteur minier est très important à Cuba et il fonctionnait encore parce qu'il y avait une entreprise multinationale canadienne qui dominait le secteur là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le secteur minier, cette entreprise canadienne en pratique est partie. Cette entreprise était là depuis des années. Secteur du tourisme, dans le secteur de l'hôtellerie. Quand Obama a lancé ce début d'ouverture de Cuba, vous vous souvenez? Et il est même allé visiter l'île, il a déjeuné là-bas, non? C'était dans un paladar là-bas, qui sont des restaurants situés dans des maisons, n'est-ce pas? D'ailleurs, je suis allé dans ce même endroit où Obama a déjeuné, n'est-ce pas? Pour découvrir en décembre dernier. Oui, ça a commencé à s'ouvrir. Les États-Unis, en fait, allons-y encore une fois, ce n'est pas vraiment commencé à s'ouvrir, n'est-ce pas? Les États-Unis ont commencé à permettre à Cuba de faire des affaires avec d'autres pays et des entreprises privées, parce que cela n'arrivait pas avant. Les gens, Cuba n'a pas vraiment de restrictions à avoir des activités privées ou à faire des affaires avec des entreprises privées ou avec des gouvernements. Non, cela lui est interdit. C'est interdit. Si Cuba pouvait choisir, elle pourrait choisir, n'est-ce pas? Donc, très bien. Oui, c'est un pays socialiste. On va ouvrir le secteur de l'hôtellerie aux chaînes internationales, comme cela a déjà été fait. Et ces chaînes internationales, elles avaient un partenariat avec cette entreprise qui appartient aux forces armées cubaines et elle a aussi dû quitter le pays. Et qui est parti de là? Iberostar. C'est, si je ne me trompe, une chaîne hôtelière espagnole. Le problème, c'est qu'elle gérait plusieurs hôtels, dont à Varadero, la plage la plus célèbre. Beaucoup de Brésiliens qui vont à Cuba ne restent qu'à Varadero. Et les gars, ça a tout détruit. La dernière conversation que j'ai eue avec des gens qui vivent là-bas, j'ai des amis qui y habitent, des personnes très proches, et ils m'ont dit, Leandro, en décembre, tu pensais que c'était mauvais? Il n'y avait pas d'électricité, pas de carburant, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait aucun moyen de se déplacer sur l'île. Tu ne pouvais rien faire, presque aucun touriste. Les navires de croisière ne pouvaient plus accoster pour amener des touristes. Donc, beaucoup de choses ont été fermées. Les gens étaient dans la rue, la nuit. Oui, oui. Tu passais devant les boulangeries, les pharmacies. Il n'y avait pas de médicaments à la pharmacie, pas de pain à la boulangerie. Les gens vendaient de tout dans la rue, tout ce que vous pouvez imaginer. C'était vraiment une scène classique de guerre. Oui, les gars, une vraie scène de guerre, une situation déplorable. Maintenant, c'est pire. Maintenant, c'est pire. Les gens vont travailler à pied, et ce n'est pas comme aller travailler à pied ici. Comme ça, j'ai pu faire 20 km dans la journée pour aller travailler, pour gagner, je ne sais pas, 5 dollars par jour. Quand je suis parti de là-bas, une personne nous a aidés à nous déplacer dans la ville. C'était encore quelqu'un qui avait un peu de carburant. Franchement, les gars, il ne manquait plus qu'elle me supplie pour mes baskets, pour vous donner une idée. Et je parle de gens dignes. Ce n'est pas des gens qui étaient, vous savez, dans la rue, en train de mourir de faim. Non, ce sont des gens dignes, qui ont un travail, tout ça, mais qui sont vraiment dans la galère. N'est-ce pas? Ils sont dans la galère. Je n'ai pas donné mes baskets car je n'avais qu'une paire pour voyager. J'ai dit que je ne pouvais pas rentrer sans, tu vois? Mais franchement, ça m'a serré le cœur. Alors, les gars, c'est pour ça que ce que ces gars font, les gens, c'est diabolique, n'est-ce pas? Bon, allons-y. Flavio. Flavio, à quoi il joue? Flavio Bolsonaro n'a plus où aller chercher des voix. C'est un fait. C'est ce que la campagne elle-même admet. Évidemment, ils ne vont pas l'admettre publiquement, n'est-ce pas? Lula, dans les derniers sondages, depuis mai, si je ne me trompe pas, et le dernier Quest est sorti. D'ailleurs, je l'ai ouvert ici. Elle est sur le site de Carta Capital. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, ce qui est terrible pour Flavio Bolsonaro. Regarde, c'est l'approbation du gouvernement Lula, d'accord? Parmi ceux qui sont lulistes ou qui se considèrent de gauche, c'est stable. C'est élevé, au-dessus de 80% stable. D'accord? Ceux qui sont de droite, bolsonaristes ou bolsonaristes, c'est stable. Élevé, au-dessus de 80 et stable. Ils désapprouvent, logique. Quel est le problème ici? Des personnes qui se considèrent indépendantes. Regardez ça. Et ça ici, les gens,
Quand un candidat est dans la situation de Flavio, il est bien placé pour éventuellement aller au second tour, mais il est derrière dans les sondages. L'écart a augmenté au-delà de la marge. Autrement dit, il est dans une tendance à la baisse. On ignore où cela se stabilisera. Tu es en chute libre, tu ne sais pas, ce n'est pas toi qui commande le parachute, n'est-ce pas? Ce parachute, il est commandé par les événements. Donc tu es en chute libre, dans une bataille politique. Tu dois rester en position. Attendre que le parachute s'ouvre. C'est un parachute. Qu'il l'ouvre selon les circonstances. Et il se peut qu'il ne s'ouvre pas. Il se peut qu'il ne s'ouvre pas. Que signifierait que le parachute de Flavio ne s'ouvre pas? Qu'il s'écrase la tête la première au sol et qu'il ne soit pas le candidat? Il est encore temps? Oui. Les 15-20 prochains jours là, parce que c'est début août, si je ne me trompe pas, ou à la mi-août, c'est à ce moment-là qu'on définit qui est candidat. Qui donne l'investiture au candidat? Le parti. Donc cette décision est maintenant entre les mains du PL. Flavio Bolsonaro n'est pas maître de son destin. C'est important qu'on le sache ici. Si Valdemar da Costa Neto parvient à ficeler un accord avec les chefs du PL, avec les gens du fric, avec la Faria Lima, avec les soutiens dont ils ont besoin là-bas, que le candidat n'est pas Flavio, ça ne sera pas lui, les gars, ça ne sera pas lui. Le père de Flavio qui est coincé à la maison, il n'a plus la force qu'il avait avant. Il en a encore beaucoup. L'orientation, le vote pour Bolsonaro est fondamental pour l'élection. Mais Bolsonaro n'a plus le pouvoir qu'il avait avant de mobiliser, de faire des discours. Et ça change beaucoup la donne. Beaucoup. Parce que si Valdemar donnait ne serait-ce qu'un signe, dans l'idée de ne pas présenter Flavio comme candidat, Bolsonaro, s'il était libre, maintenant, il ferait un direct. Demain, il descendrait à l'aéroport. Il y aurait 5000 personnes devant lui et il allait critiquer Valdemar. Et Valdemar se sentirait obligé de laisser Flavio se présenter. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment comme ça. Donc on ne sait pas. Quand le parc de Flavio va s'ouvrir et quand la campagne de Flavio Bolsonaro consulte un sondage, il ne regarde pas l'intention de vote maintenant, les gars. Il ne regarde pas. Vous savez ce qu'il regarde? En plus d'autres choses, l'essentiel. C'est une élection, comme on dit, polarisée, non? C'est déjà une élection bien ancrée, disons-le ainsi. Ceux qui sont déjà prêts à voter pour Flavio Bolsonaro ont très peu de chances de changer d'avis. Ceux qui sont déjà prêts à voter pour Lula ont très peu de chances de changer d'avis. Où peut-on alors aller chercher des voix chez les électeurs dits indépendants, n'est-ce pas? Je n'ai ni amour fou, ni haine, ni passion, ni pour l'un, ni pour l'autre. Parfois, je m'en fiche ou j'évalue la politique. Je vais donc décider de mon vote selon un critère un peu plus rationnel, car il ne l'est jamais vraiment. Il est surtout émotionnel, psychologique, psychosocial, lié à nos relations. C'est autre chose. Allons-y. Quest d'hier, regardez ici. Les électeurs qui se considèrent comme indépendants. Simple, 57% désapprouvaient le gouvernement Lula. En avril, 58%. Si le gars désapprouve, ce n'est pas forcément qu'il va voter contre. Il peut désapprouver et voter pour aussi. D'accord, je désapprouve. Mais l'autre est pire. C'est possible. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon d'avoir près de 60% de désapprobation du gouvernement. Ça peut faire chuter un candidat. D'accord, les gars.